comme sur la terrasse lors de ma première visite. Je voudrais qu'on y revienne parce que c'est un thème important pour les téléspectateurs. Oui, bien sûr. Permettez-moi de commencer par une brève introduction. Quand l'Ukraine a obtenu son indépendance, il y a eu des privatisations encore plus sauvages qu'en Russie. Les biens publics ont été pillés et le niveau de vie s'est effondré. Cela s'est passé juste après l'indépendance et rien n'a changé sous les gouvernements qui ont suivi. Pour les simples citoyens, il n'y avait eu aucun changement positif. Les gens en avaient assez de l'arbitraire, de la corruption endémique, de la paupérisation des uns et de l'enrichissement immoral et illégal des autres. Naturellement, les gens pensaient qu'adopter les règles de l'Union européenne pourrait les sortir de la situation humiliante qu'ils subissaient depuis le début des années 1990. Je pense que ça a été le principal moteur de tous les événements récents en Ukraine. L'économie de la Russie et celle de l'Ukraine se sont développées à partir d'un noyau commun. Les deux pays avaient des liens économiques uniques. Les marchés russes étaient complètement ouverts aux importations en provenance d'Ukraine. Aujourd'hui encore, il n'y a pas de droit de douane entre nos deux pays. Pendant 17 ans, nous avons mené des négociations avec l'Union européenne sur les conditions d'entrée de la Russie à l'OMC. Et tout à coup, on nous annonce que l'Ukraine et l'Union européenne vont signer un accord d'association. Les marchés ukrainiens vont s'ouvrir à l'Europe. Cela signifie que toutes les marchandises en provenance de l'Union européenne vont pouvoir entrer sur notre territoire, et cela sans négociation préalable et malgré les accords de principe que nous avions signés avec les Européens au cours de ces 17 années de pourparlers sur notre entrée dans l'OMC. Bien évidemment, nous devions agir à cette annonce, et nous avons dit que si l'Ukraine avait décidé d'agir ainsi, c'était son choix, et nous respections ce choix. Mais ce n'était pas à nous de payer pour ce choix. Pourquoi les habitants de la Russie devraient-ils payer de leur poche pour une décision ukrainienne? Nous avons proposé des négociations trilatérales à nos partenaires européens, mais leur refus a été catégorique. On nous a fait comprendre que ça ne nous regardait pas. On le sait, la crise a éclaté lorsque M. Yanukovych a déclaré qu'il devait repousser la signature de l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Le président Yanukovych, qui était au pouvoir à l'époque, a annoncé que l'accord allait être conclu, mais qu'il fallait d'abord préciser certaines modalités. C'est là que tout a commencé. Nos partenaires en Europe et aux États-Unis ont surfé sur une vague de mécontentement populaire. Au lieu d'expliquer ce qui se passait vraiment, ils ont soutenu ce coup d'État. Entre novembre 2013 et le 20 février 2014, il y a eu beaucoup de manifestations. Je revois la télévision disant qu'il s'agissait d'un coup d'État au ralenti. Ça semblait évident pour les Russes. L'Ukraine, nous, on n'y prêtait pas attention. Non, peut-être pas vous personnellement, mais la CIA était extrêmement attentive à ce qui se passait en Ukraine. Il suffit de regarder l'évolution des événements. Yanukovych a annoncé que la signature de l'accord d'association était repoussée et personne n'a cherché à savoir pourquoi ou pour combien de temps. Immédiatement, des troubles ont éclaté. For weeks, this European capital has been the scene of a violent uprising.
day, the bloodiest day yet. The protesters are pushing up towards the government district, armed here with Molotov cocktails, but we saw handguns and shotguns too. There is absolutely no doubt that snipers are working here. I've counted 10 bodies. There are casualties on both sides. Well, she's just said that there are 6 dead people up there. Not just injured, dead. They say they've been hit by snipers. 14 policiers tués et 43 blessés. Pendant le massacre de la place Maïdan, vous receviez des renseignements? C'est bizarre qu'il y ait eu à la fois beaucoup de policiers et de manifestants tués. La police ne ripostait pas et elle a battu en retraite, rappelée par Yanukovych. Il semble que des groupes de snipers visaient les policiers et les civils dans le but de créer un chaos propice à la prise du pouvoir. C'est tout à fait exact. Yanukovych n'a pas donné l'ordre d'utiliser les armes contre les manifestants. Nos partenaires occidentaux, y compris les Américains, m'ont demandé de faire pression sur lui pour qu'il ne donne pas ce genre d'ordre. Ils nous ont dit: faites en sorte que Yanukovych n'ait pas recours à la force. De notre côté, nous demanderons à l'opposition d'évacuer les places publiques et les bâtiments administratifs. Nous avons répondu: c'est une bonne proposition, nous allons y travailler. Et comme vous le savez, le président Yanukovych n'a pas eu recours aux armes. Il m'a dit d'ailleurs que pour lui, c'était inimaginable. Il n'avait absolument pas la volonté de donner l'ordre de tirer sur la population. Qui étaient ces snipers? Qui étaient-ils? Qui les avait engagés? Des gens qui avaient intérêt à l'escalade des tensions. Je n'ai pas d'informations précises sur l'identité de ces individus, mais c'est d'une logique élémentaire. Aviez-vous des informations sur des bataillons issus de factions d'extrême droite qui avaient reçu un entraînement militaire dans d'autres villes? On m'a dit que des unités d'une centaine d'hommes étaient arrivées en ville dans les jours qui ont précédé les affrontements en place Maïdan. Nous avions et nous avons toujours des informations attestant que des groupes de combat de ce type étaient formés en Ukraine occidentale, en Pologne et dans d'autres territoires. Правий сектор не складе зброї. Правий сектор не зніме блокаду жодної з державних установ, поки не буде виконана найголовніша наша вимога – відставка Януковича. Je rappelle que juste avant, le 21 février 2014, si je ne m'abuse, les ministres des Affaires étrangères de 3 pays européens sont venus à Kiev pour participer à la rencontre entre le président Yanukovych et l'opposition. Ils se sont mis d'accord sur l'organisation d'élections anticipées et sur les futurs rapports entre l'opposition et le président. La presse américaine en a parlé comme si Yanukovych avait abandonné Kiev. Oui, oui, c'est une version qui justifie le soutien à ce coup d'État. Dès que Yanukovych est parti dans la deuxième ville du pays pour assister à un événement politique intérieur, sa résidence a été occupée par des hommes en armes. Si la Maison-Blanche était occupée de cette manière, vous ne diriez pas qu'il s'agit d'un coup d'État? Ces gens ne sont pas venus pour passer le balai. Le procureur général s'est fait tirer dessus. Un de ses agents de sécurité a été blessé. Le cortège du président Yanukovych a essuyé des coups de feu. C'était un coup d'État armé, et rien d'autre. Le lendemain, avec notre aide, M. Yanukovych a pu gagner la Crimée qui, à l'époque, faisait encore partie de l'Ukraine. Il y est resté 1 semaine ou 10 jours. Il espérait encore que les gens qui avaient signé l'accord du 21 février tenteraient de régler le conflit par des moyens démocratiques, civilisés, légaux. Mais rien de tel ne s'est produit. En revanche, il est devenu évident que s'il tombait entre leurs mains, il se ferait tuer. Bien sûr, on peut tout déformer. On peut tromper des millions de gens en utilisant le monopole dont on dispose sur les médias.
Mais au final, un spectateur impartial peut très bien comprendre que c'était bel et bien un coup d'État. Ukraine's parliament has voted for the new Speaker of the Assembly to become interim president. Alexander Turchinov called on lawmakers to form an interim government by Tuesday. These latest developments follow the dismissal of President Viktor Yanukovych on Saturday. Quand le régime a été renversé, certains ont apprécié ce changement et d'autres non. Des gens ont été effrayés par le déchaînement de nationalisme et de radicalisme. La première mesure adoptée par ceux qui avaient pris le pouvoir a été une loi qui limitait l'usage de la langue russe. Les Européens ont bloqué cette mesure, mais un signal avait été lancé. Le peuple a compris la direction qu'allait prendre le pays. Le même processus a été mis en œuvre dans le sud-est du pays, dans le Donbass. Là-bas, il y a deux grandes villes, Lugansk et Donetsk, dont les habitants n'ont pas accepté le coup d'État. Au début, la police a reçu l'ordre d'arrêter certaines personnes, mais elle a rapidement pris le parti des insurgés. Ensuite, les services secrets se sont mis à enlever les gens au milieu de la nuit et à les mettre en prison. Il est normal qu'en voyant ça, les habitants du Donbass aient pris les armes. À partir de là, de vrais combats ont commencé. Au lieu d'engager le dialogue avec les habitants du sud-est de l'Ukraine, après l'intervention des services secrets, le gouvernement ukrainien a déployé les forces spéciales et ensuite l'armée, avec des chars et des avions de combat. Ils se sont mis à frapper les quartiers résidentiels directement aux lance-roquettes. Ensuite, il y a eu des élections et un nouveau président a été élu. À plusieurs reprises, nous avons appelé le président ukrainien à ne pas prendre de mesures radicales. Je lui ai parlé de nombreuses fois, mais il avait sa propre vision de la situation. Il évoquait toujours les pertes d'une, deux ou trois personnes que son armée avait subies pendant les combats contre les milices. C'était évidemment regrettable. Toute mort est toujours une tragédie. Mais quand il a repris les hostilités, ce sont des milliers de personnes qui ont péri. En ce qui concerne M. Obama, quels étaient vos échanges avec lui à ce moment-là? Nous étions en contact ininterrompu. Enfin, nous parlions au téléphone très régulièrement. Manifestement, vous étiez en désaccord. Nos visions étaient très différentes. Et elles le sont toujours, en ce qui concerne les origines et le déroulement de la crise ukrainienne. Vous vous parlez encore? Oui, nous nous sommes parlé il y a quelques jours. Nous avons évoqué nos rapports bilatéraux, la situation au Moyen-Orient et en Ukraine. Vous diriez que vos échanges sont cordiaux? Non, ce sont des relations de travail. Ils se voient quand ils se parlent? Non. Mais je peux vous dire que c'est un dialogue où les deux parties sont désireuses de se parler. Nous ne sommes pas du tout dans une confrontation. J'ai l'impression que le président Obama est quelqu'un de réfléchi, qui sait évaluer une situation de façon réaliste. Nous sommes d'accord sur certains points et en désaccord sur d'autres. Parfois, nous trouvons des points de convergence sur des sujets difficiles. Je dirais que c'est un dialogue utile. C'est une question futile, mais je suis toujours très curieux. Est-ce qu'ils s'appellent Vladimir et Barack ou... Barack et Vladimir. Par vos oui. prénoms, c'est super. Pouvons-nous parler des influences extérieures pendant la crise ukrainienne? On sait que des ONG opéraient